Amis, amis du café, amis de la police, amis de la place Beauvau. Ça y est, la place Beauvau répond. Bon sang de bonsoir. La place Beauvau répond, c'est ce soir. Et c'est au poste avec Camille Chaise, qui est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ah, ça y est. Au moment où vous alliez partir, vous alliez vous faufiler, la patrouille vous rattrape. Bonsoir Camille Chaise, vous êtes tendu ou quoi ? Ah non, pas du tout. Alors, pour tout vous dire, j'écoute au poste. Quand je vais courir, souvent, j'écoute, voilà. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur, déléguée adjointe à l'information et à la communication. C'est bien ça ? C'est ça. Depuis décembre 2019. Il y avait personne depuis à peu près un an. Historiquement, il y a eu assez souvent des porte-paroles au ministère. Souvent, c'était des journalistes. Et je crois que c'est la première fois que c'était une femme et que c'est la première fois que c'était quelqu'un, un fonctionnaire du ministère. Voilà, par le passé, c'était souvent des gens de l'extérieur comme des journalistes. Juste pour vous dire quand même, le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas que la police et la gendarmerie. C'est les services de renseignement, et je sais que vous êtes attentifs à ces questions, c'est la Direction générale des étrangers en France, donc toutes les questions d'asile, d'intégration, les politiques migratoires et la lutte contre l'immigration irrégulière. D'ailleurs, précisément, c'est quand même un vrai problème que l'immigration soit sous le même toit que la police. C'est le même ministre qui envoie ses troupes à Calais, c'est le même ministre qui envoie ses troupes place de la République. C'est quand même les fonctionnaires de police qui lacèrent des tentes de migrants. On a tout un tas de missions et dans nos missions, il y a l'évacuation parfois de certaines zones où il peut effectivement y avoir des tentes, etc. Donc oui, on est envoyé sur ce type de situations et elles sont complexes. Elles sont complexes et les policiers, les gendarmes qui les font, le font avec la plus grande humanité, la plus grande dignité. Et je tiens à dire que c'est compliqué et que parfois il y a aussi des mauvais gestes, il faut le dire. C'est difficile de parler d'humanité quand même quand on voit les tentes lacérées, quand on voit l'accès à l'eau qui est empêché aux migrants. Enfin, je veux dire, allez-y, prenez un verre d'eau, tout, ça va bien se passer. Ça va. Ça. Non, mais j'ai aucun doute. Oui, c'est une émission républicaine comme la police est républicaine. Hein, les interrogations, les interrogatoires, les interviews. Et on a le droit de pas être d'accord et c'est très bien comme ça. Ah ouais. Est-ce que vous êtes sous contrôle ce soir ? Est-ce que votre parole est particulièrement difficile à porter ce soir ? Non, je suis pas sous contrôle. Même je vous l'ai dit, hein, on s'en est parlé avant. Moi, je connais mes dossiers, je sais répondre à beaucoup de choses. Des fois, il y a des points techniques que je ne sais pas, et je le fais. Moi, c'est ma conception sur ce poste et ma manière de faire de la communication. J'essaie d'expliquer les choses, de le dire avec les mots les plus vrais possibles, la manière la plus simple possible que ce que je pense et la manière dont on voit les choses. Voilà, donc non, on m'a pas dit quoi dire ou quoi vous dire ou à l'inverse, ce que je devais pas vous dire. Donc non, je suis plutôt libre ce soir. Donc on vous a regardé ramer pour le coup, présenter le Beauvau de la sécurité. Très très sincèrement. Alors je sais, vous avez tweeté, vous êtes contente que le ministère se réforme, soit moderne, etc. Mais objectivement, c'était une mascarade ce Beauvau de la sécurité. Alors non, c'était pas une mascarade, je peux pas vous laisser dire ça. J'ai ramé parfois et je vais y revenir effectivement. Il y a eu différents moments. Moi, il y a une chose dont je suis contente, très sincèrement, c'est que c'était la première fois qu'on ouvrait comme ça sur les réseaux sociaux des discussions où tous les syndicats de police étaient présents. Et ça, c'était pas complètement acquis. Pas tous. Tous les syndicats représentatifs. Représentatifs. Mais ceux qui ne sont pas représentatifs, qui sont les plus virulents et les plus critiques, n'étaient pas là. Oui, mais nous, on travaille toujours avec ceux qui sont représentatifs. C'est un peu comme ça que fonctionnent toutes les institutions. Sinon, il y aurait encore plus de représentants du personnel autour de la table. Ça va de soi. Ils ont été élus, ils sont représentatifs. Moi, une de mes fiertés, voilà, c'est d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux ces débats parce que on dit toujours que c'est des petits arrangements entre amis, on négocie des trucs sous le manteau, etc. Là, on a fait l'effort collectif qu'on peut pas nous enlever d'avoir tout porté sur la place publique. Si on a cassé cet entre-soi, il y a eu quand même beaucoup de prises de parole qui se succédaient, où il n'y avait pas forcément de débat. Ça se suivait sans forcément venir nourrir un débat
philosophique qui élevait tout le monde, voilà. Et ça, c'est un peu le propre des réunions avec les syndicats, c'est ce qu'ils appellent des déclarations liminaires, où ils vont dire ce qu'ils ont à dire, sans vraiment que le débat soit... Camille Chaise, je suis désolé, c'était le Beauvau de la sécurité, c'était pas le Beauvau des syndicats de police. Or, ça s'est transformé, comme le dit Pierre et d'autres, ça s'est transformé en négociation syndicale avec, à la fin d'ailleurs, Emmanuel Macron, président de la République, qui vient comme un patron accorder ce que les syndicats ont demandé. Hein. On a lu toutes les réactions, tous les syndicats applaudissent, etc. C'est absolument pas à la hauteur des enjeux. C'est sûr qu'on n'est pas sur un grand débat public avec les citoyens. Ça, c'était plutôt le format du livre blanc de la sécurité intérieure, où on avait invité plus de 100 citoyens à Beauvau sur plusieurs jours pour échanger sur les questions de sécurité. Là, le format qui a été retenu, c'est effectivement les représentants des personnels, et on était nombreux. Il y avait les syndicats de policiers, il y avait les gendarmes, il y avait des gendarmes militaires et il y avait des gendarmes civils. Donc, ça faisait effectivement beaucoup de représentants des personnels. Et puis après, toutes les personnes que j'ai évoquées. Mais c'est sûr qu'on n'était pas sur un mode grand débat sur la sécurité. Ça... C'était pas ce qui avait été retenu, effectivement. Pardonnez-moi, c'était l'annonce du président de la République. C'était après Michel Zecler, et surtout, en fait, depuis 2 ans, 3 ans, ce débat qui est enfin là, qu'on essaie de poursuivre ce soir, sur la place et la nature de la police. Et en fait, on n'a pas du tout eu ça. Et non, mais est-ce que vous vous rendez compte, quand je dis vous, quand je dis vous, je personnifie pas. Vous avez le courage d'être là. Vous avez le courage d'être là, donc je vous en remercie. Mais est-ce que vous vous rendez compte du ratage? Moi, je dirais pas qu'il y a un ratage, mais c'est pas le même portage que celui que vous évoquez, ça c'est certain. On était, et on a eu aussi ce courage-là, de rendre public ou de discuter ouvertement et devant tout le monde de nos problèmes internes. On a parlé des questions de management, de formation qui parfois dysfonctionnent, et tout ça, on en a parlé publiquement. Donc moi, je serais pas aussi dure avec vous sur l'exercice. Après, je suis d'accord, on n'est pas sur un grand débat national sur les enjeux de sécurité et sur la place de la police. C'est pas ça. On a parlé de nos problèmes, de nos difficultés, une par une, l'encadrement, la formation, le rapport à la population, le contrôle interne, etc. On les a décortiqués en quelque sorte, en s'ouvrant à plusieurs partis politiques, à plusieurs points de vue, pour en tirer quelque chose. Et nos décideurs ont décidé, c'est ce qu'on leur demande, et c'est le discours d'Emmanuel Macron d'il y a quelques jours. Pictavienne vous dit, vous avez rendu public l'entre-soi. C'est ainsi que ça a été perçu, en tout cas ici. Mais peut-être que c'est déjà un grand pas. Il n'était pas terrible, cet entre-soi. Je veux dire, le fait de refuser toute parole critique, à part 2-3 qui sont des alibis, c'est-à-dire, là, vous nous parlez de quelques minutes sur 50 heures de débat. Vous nous parlez de quelques minutes. Où étaient les sociologues? Où étaient les artistes? Où étaient les avocats? Où étaient les associations de victimes? Où étaient les... Nulle part. Il y a eu des sociologues, alors peut-être pas assez. Par exemple, on avait invité François Sureau pour le maintien de l'ordre. Absolument. Ça aurait été passionnant. Alors pourquoi il n'est pas venu? Et il n'a pas pu venir parce que ça a été décalé à cause du Covid, etc. Donc voilà, je dis pas ça pour me dédouaner. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Je suis d'accord avec vous, on aurait peut-être pu aller plus loin. Notamment, vous l'avez dit, je crois, à la première émission, la parité n'était pas respectée, et ça, c'est pas bien, clairement. Après, voilà, il y a un moment, il fallait avancer avec les personnes disponibles, présentes. Il y a eu quelques sociologues, peut-être pas assez, je suis d'accord. Et M. Delarue, il a pu mentionner tout ce qu'il y avait dans son rapport. Il avait lui-même rencontré beaucoup de monde. Donc, il y a eu quand même des efforts. Et il y a eu des critiques sévères à l'encontre des syndicats qui les ont entendus publiquement et devant leurs autorités. Et ça, on ne peut pas le renier. J'entends toujours les syndicats se plaindre de l'image de la police. Mais ce Beauvau de la sécurité, c'était avant toute chose une opération de com. La preuve, c'était d'ailleurs vous, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui dirigeait tous les débats, etc. Comment penser une seule seconde que manquer à ce point de transparence, d'ouverture, de critique, d'observation, ça allait marcher? Vous pensiez convaincre qui? Quand je dis vous, encore une fois, le ministère. Je sais pas comment vous répondre. Alors sur l'opération de com, pas franchement. Moi j'ai animé parce que ça m'amusait et parce que je connais bien les syndicats. Voilà, c'est moi qui me suis proposé. Voilà. Sinon ils auraient trouvé quelqu'un d'autre, hein, je pense. Je dirais pas que c'est une opération de com, non. C'est une volonté de rendre public des débats qui auraient pu avoir lieu en huis clos. Et par le passé, ils avaient lieu en huis clos. Moi, je me suis occupée un petit peu des ressources humaines dans la police.
on faisait des grandes palabres jusqu'à 2 heures du matin pour négocier des choses en vase clos. Et ça, nos policiers, nos gendarmes, ils ont aussi envie qu'il y ait de la transparence sur ce qui se passe avec les syndicats. Et donc, c'est bien d'avoir un débat public et de le rendre transparent. Donc non, je dirais pas que c'est une opération de communication. Et à la deuxième partie de la question, qui ont cherché à convaincre, je suis pas sûre qu'on cherchait à convaincre. Je crois qu'on cherchait à échanger, à discuter, pour que nos autorités se fassent une idée et prennent des décisions. Nous, c'est un peu ce qu'on attend de nos chefs, qui nous disent la direction vers laquelle on va. Ils ont été élus pour ça et on sait qu'on a des problèmes, qu'on a envie de résoudre, et donc on attend de nos autorités qui nous donnent la voie et la direction. Pour le maintien de l'ordre et François Sureau qui n'est pas venu, vous dites que ça a été repoussé à cause du Covid. C'est vrai dans un premier temps. Moi, je me faisais une joie de le voir parce que Sans la liberté, c'est juste très très bien écrit et il y a beaucoup de choses dedans. Son livre chez Tract, enfin dans la collection Tract chez Gallimard. Sauf que vous oubliez quand même de préciser que les syndicats de police vous ont demandé de repousser parce qu'ils ne voulaient pas ternir leur grande manifestation du 19 mai. C'est-à-dire que comment on pouvait faire le Beauvau de la sécurité sans les associations, sans les observateurs, et avec les syndicats qui en même temps manifestent devant l'Assemblée, qui en même temps disent, vous voyez je dis en même temps, donc comme ça, j'essaie de vous faire sourire, qui en même temps vont au pied de l'Assemblée, disent le problème de la police c'est la justice. Comment... Mais les syndicats sont des associations et je dis pas qu'elles font ce qu'elles veulent parce que c'est pas vrai, mais vous pouvez pas complètement les museler et ils font ce qu'ils veulent. Et s'ils décident d'organiser un certain nombre de mouvements d'humeur, il y a un moment, vous pouvez pas les en empêcher. Donc vous avez à gérer cette situation d'être dans une grande série de réunions publiques et en même temps de devoir gérer une manifestation publique immense. Et c'est compliqué. Après, les syndicats de police sont des syndicats puissants et je dirais difficiles. Alors, il y a plein de questions dans le chat sur les syndicats de police. Est-ce que ce sont des concurrents? Est-ce que vous êtes là pour essayer de rétablir une parole du ministère par rapport à eux? Qu'est-ce que vous pensez tout d'un coup de la place que le ministère en fait a laissée aux syndicats pendant des années, parce que c'était bien commode, parce que les syndicats étaient la courroie de transmission, etc. Et puis là, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un problème, donc vous essayez de rattraper le truc avec une communication souriante, comme ce soir. Est-ce que, les syndicats sont des concurrents? Ils ont pris une place qu'on leur a laissée, ça c'est indéniable. Et ça, je veux dire, c'est de notre faute à l'administration. Je veux dire... Moi, assez souvent, quand un média a le choix entre un syndicat et une parole publique, ils vont choisir la parole publique, que ce soit moi ou un directeur départemental, voilà, une personne publique au niveau territorial. Donc ça fait pas un pli. Donc on a la place qu'on leur a laissée. Après, la deuxième chose, c'est qu'ils sont nombreux. Ils ont beaucoup de décharges d'activité, donc ils sont très présents, ils peuvent se démultiplier. Moi, je suis toute seule. Alors, il y a une porte-parole de la police, de la gendarmerie, à la préfecture de police, donc on est un certain nombre, d'ailleurs plutôt des femmes, parce qu'il faut être assez courageux pour faire ce boulot. Et on a des équipes pour la presse aussi qui nous aident, mais on n'est pas aussi nombreux qu'eux. Donc, il y a un moment, il y a la question de la démultiplication. Et puis là où il y a un double problème, j'allais dire, avec la communication des syndicats, qui sont aussi dans un rôle corporatiste. Donc, ils vont, en même temps qu'expliquer les choses, parce que pour partie, ils l'expliquent bien, ils vont avoir cette logique corporatiste. La deuxième chose, c'est en matière judiciaire. Ils ont interdiction de parler. Il y a l'article 11 du Code de procédure pénale. Ils n'ont pas le droit d'évoquer des... Non, mais moi, je veux bien tout ça, Camille Chaise, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Quand il y a des vidéos de vidéosurveillance, je parle pas de l'affaire Benalla là, qui sortent sur Twitter, on sait très bien qui les sort, qui sont des pièces d'instruction qui ne devraient pas sortir. Vous savez très bien que aujourd'hui, certains syndicats de police, y compris majoritaires, donc c'est pas des rigolos au sens qui font nombre, ont pris moi, de mon point de vue, ils ont pris le pouvoir sur vous. Bah, peut-être qu'il y a des contre-pouvoirs internes qui peuvent aussi s'y opposer. Moi, je pense qu'il faut mettre tout le monde à sa place, et c'est pour ça que je suis là et que j'essaie d'être présente dans les médias, sur les réseaux sociaux, et pour faire ce travail-là, parce que je pense qu'il y a des choses, c'est à l'administration de le dire, c'est pas à des syndicats. On parlera de racisme tout à l'heure, des questions de déontologie. Il y a des choses qu'il faut que l'administration assume, dise elle, et pas par le prisme de syndicats qui auront une vision de défense uniquement des agents. Je
pense qu'il doit y avoir une parole publique aussi qui reconnaisse un certain nombre de choses. Est-ce que dans vos réunions du matin, vous vous dites aïe 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 Alliance, qu'est-ce qu'ils ont fait, le SICP, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. C'est quoi ce tweet de Synergie On se dit ça parfois, mais pas que. Hein. Des fois, on dit qu'est-ce que la gendarmerie de tel département a été tweetée, qu'ont-ils pas fait, pourquoi se sont-ils mis dans cette galère? Combien précisément y a-t-il eu de policiers virés pour participation sur réseaux sociaux? Alors j'ai cru comprendre récemment que vous étiez en train de faire des formations express parce que parce que non seulement il y a les syndicats, mais il y a aussi les policiers qui sous couvert, parce qu'ils sont très courageux, qui sous couvert d'anonymat balancent beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites pour stopper cette hémorragie, si tant est que vous ayez envie de la stopper? Il y a plusieurs choses. Les réseaux sociaux, il y a 10 ans, le ministère de l'Intérieur était à 10 000 lieues de tout ça, donc c'est quand même sur une histoire récente. Au début, police et gendarmerie, ça a été un petit peu la même manière, étaient très très réfractaires à avoir des personnes qui s'exprimaient. On a chez nous le devoir de réserve. Donc voilà, dès qu'un policier ou un gendarme s'exprimait sur un réseau social, même de manière anonyme, ça posait de graves difficultés. Après, ce que vous décrivez, c'est la présence sur les réseaux sociaux des syndicats. Ça, c'est assez récent. Ils ont d'ailleurs plus ou moins les bons codes des réseaux sociaux parce qu'ils sont quand même sur une génération un petit peu supérieure. Et puis, il y a des tout jeunes, effectivement, qui sont souvent asyndiqués, mais qui peuvent avoir des gros comptes. Et raconter leur quotidien avec un certain parler vrai. Et derrière tout ça, il y a du vrai, il y a du vécu. Je pense à un Fred sur Twitter pendant les manifestations où la personne racontait de ses yeux de policier comment elle avait dû gérer la manifestation. Donc c'est pas des choses inintéressantes et ça participe aussi à l'équilibre démocratique que nos policiers, nos gendarmes racontent leur quotidien sans rien mettre en danger des interventions ni des procédures judiciaires. Alors pourquoi les mêmes demandent à ce qu'on ne diffuse pas et qu'on ne filme plus la police? C'est un peu plus compliqué que ça. Non. Ah non. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Non. Ça a été, on le sait tous, vous comme moi et tous ceux qui nous écoutent, c'était une demande expresse des syndicats depuis au moins 2018. Christophe Castaner n'y croyait pas, ne voulait pas le faire. Il faut lui rendre hommage. On a oublié ce ministre, mais enfin, lui, il n'a pas voulu. Et le ministre que vous servez, puisque c'est lui, il l'a imposé par l'article 24 à la loi sécurité globale, qui a été retoqué, mais il essaie de le repasser par toutes les propositions de loi qui tombent en rafale. Il y a 2 points de difficulté majeure sur la diffusion d'images. Le premier point, c'est les problèmes que ça peut poser en intervention, notamment en manifestation, quand on est filmé extrêmement près et que ça empêche notre manœuvre, c'est-à-dire ça nous empêche de bien faire notre travail. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la diffusion d'images de policiers et de gendarmes qui, par un système de viralité, vont les mettre en danger et vont faire en sorte qu'ils ne soient plus anonymes et qui donc ils peuvent potentiellement être menacés, être atteints chez eux, que leur famille soit en danger, et c'est ça qui nous pose souci. Nous, on veut protéger à la fois nos interventions, mais aussi nos agents. Comment des policiers peuvent demander l'impunité, y compris maintenant médiatique? Non, on ne demande pas l'impunité, c'est pas vrai, je peux pas vous laisser dire ça. Nous, on est contrôlés, c'est notre fierté d'être contrôlés. À 99%, on fait bien notre travail tous les jours et faut rendre hommage aux policiers, aux gendarmes qui se lèvent tous les matins pour faire leur travail. Après, je vous l'ai dit, on peut avoir des problèmes, on doit les régler. Alors, et ok. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une impunité sur nos interventions, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Moi, j'ai regardé plus de 80 dossiers de l'IGPN. Tout est fait pour qu'on n'identifie pas le tireur, pour dire que l'ordre était légal, que la victime avait 3 heures avant lancé un vague pavé, etc. Vous savez bien qu'il y a un vrai problème là-dessus. Vous le savez bien. À tel point que le blocage sur l'IGPN était flagrant dans le Beauvau de la sécurité et il est flagrant dans les décisions du président de la République. Non ? J'ai perdu le fil de la question. Je suis désolée. L'impunité. Non, il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité. On est contrôlé, vous le savez. Alors peut-être qu'il faut plus nous contrôler encore, je ne sais pas. Ah, vous êtes très contrôlé. Vous êtes contrôlé par vous-même. Mais vous êtes contrôlé, et c'est vrai. Et par ailleurs, c'est un peu normal que vous soyez contrôlé. Vous avez des armes, vous avez C'est des. bien normal qu'on soit contrôlé. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous.
Ok, alors on y va, l'IGPN. Un magistrat. Alors d'abord, il faut qu'une enquête soit ouverte. En règle générale, avant que l'enquête soit ouverte, c'est plutôt... Il y a deux styles d'enquête pour l'IGPN. Il y a l'administrative et la judiciaire. On est bien d'accord? D'accord. L'administrative, opacité totale. Effectivement, il y a beaucoup de policiers. Non, mais c'est dans les rapports. Je les ai décortiqués. Je peux renvoyer aux travaux que j'ai fait avec Pascal Pascariello de Mediapart. Ils n'ont pas été infirmés, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Ça, c'est vrai que les policiers, par exemple, quand ils se servent de la voiture du commissariat pour leur propre déménagement, on leur tape dessus. Si ils nuisent à l'image de la police, on leur tape dessus. Mais des sociologues, y compris modérés, dès lors qu'il s'agit de violences policières, parlent d'angle mort de l'IGPN. C'est l'angle mort. Et c'est quand même la question centrale qui a été posée au Beauvau de la sécurité et dont la réponse est absolument pas satisfaisante de la part d'Emmanuel Macron, c'est de quoi avez-vous peur? Vous dites opacité totale, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, il faut que quelqu'un saisisse l'IGPN. Donc il faut un Ok. élément. Ok. Pour le judiciaire, vous le savez très bien, il faut que le magistrat soit particulièrement courageux pour aller chercher des noises à des policiers avec lesquels il a l'habitude Je crois de qu'ils sont travailler. courageux, nos magistrats, Ah, non? certains, oui. Moi, je Et les ai vus sur des magistrats financiers. Je crois qu'ils sont particulièrement courageux dans la délinquance à col blanc. Pourquoi ils ne le seraient pas contre des policiers? Là, l'argument, je vois pas. oh bah, C'est qu'on se tient tous, c'est ça, la police, les magistrats, on est tous dans le même camp, pour reprendre l'expression, c'est ça? Non, ça, je suis pas d'accord avec vous. Les magistrats, enfin, franchement, l'indépendance de la magistrature, on peut quand même pas complètement la remettre en cause, vous croyez pas? oui, mais oui. Enfin, quand c'est le parquet qui classe l'affaire avant même de provoquer une enquête, là, on peut poser la question puisque le parquet n'est pas indépendant. Et vous savez On peut très bien. poser la question, mais c'est pas à moi de vous Mais répondre parce que vous, je vous, sais pas si vous c'est savez très bien, c'est con parce que je les ai pas là, mais il y a même un formulaire, il y a même un formulaire tout prêt pour classer où le parquet peut cocher les raisons pour lesquelles il faut classer tel ou tel dossier. Et il faut la pugnacité d'un avocat ou une victime qui a l'énergie, voire même l'argent, parce que vous savez combien ça coûte. Et c'est là où ça, c'est sûr. vous êtes d'accord Ça, avec c'est ça. sûr que ça coûte du temps, de l'engagement, de l'argent parfois. Enfin voilà, ça c'est sûr que ça coûte aux victimes de se lancer dans une procédure judiciaire. Ça, je peux pas vous l'enlever. Valeur anarchiste et Raton Lover vous demandent tous les deux dans le Discord qu'est-ce que vous pensez de la version anglaise de l'IGPN? Alors, ce serait mentir de vous dire que je connais ça très bien. Je vous en parle. Je sais qu'il ne fonctionne pas comme nous, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un certain nombre d'enquêtes qui étaient réalisées par des policiers sur leurs policiers, mais qu'en revanche, la décision de sanction n'était pas du ressort politique, mais du ressort d'un organisme indépendant où il y avait d'ailleurs aucun policier à l'intérieur, si j'ai bien suivi. Ça en dit quand même long que la porte-parole du ministère de l'Intérieur ne sache pas J'ai fait un bon résumé quand même. comment fonctionne le meilleur exemple européen sur la question. D'abord, les directeurs et les sous-directeurs ne sont pas des policiers, n'appartiennent pas à l'équivalent du ministère de l'Intérieur. Première chose. Brigitte Julien, qui est l'actuelle présidente, l'actuelle chef de l'IGPN, c'est une policière. Elle vient de Bordeaux, elle a travaillé d'ailleurs avec Didier Lallemand et avec le chef actuel de la communication de la DGPN. C'est pas vous, c'est la police nationale, vous êtes un peu au-dessus. Bon, c'est une policière. C'est une policière. Dans le rapport, l'avant-dernier rapport, elle avait écrit en toutes lettres, le rôle de l'IGPN, c'est de valoriser l'image de l'institution. On rêve. C'est pas ça le rôle d'une institution Non, d'un c'est pas ça, contemporain. effectivement. Donc en Angleterre, ce ne sont pas des policiers qui enquêtent sur des policiers. Il y a des policiers, il y a des anciens policiers, mais il y a des avocats, il y a des associations, il y a des observateurs, etc. On n'a rien de tout ça. Ici, là, Macron nous dit on touche à rien, on va juste faire deux députés, deux sénateurs qui pourront éventuellement contrôler comment ça fonctionne. Et on nous dit les rapports de l'IGPN et de l'IGGN seront rendus publics. D'ailleurs, Camille Chaise, est-ce que vous savez s'il s'agit des rapports ou des notes de synthèse? Alors, c'est des notes de synthèse, parce que le Bah rapport voilà. annuel est déjà public, donc c'est les notes de synthèse anonymisées en plus pour, voilà, pour éviter
pour éviter la divulgation d'informations confidentielles. D'accord. Le rapport de synthèse, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire l'interprétation du policier sur son enquête. Parce que les rapports de l'IGPN, parfois quand ils font 200, 300, 400 pages, 400 feuillets, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des choses. Mais le rapport de synthèse, lui. Moi, je pense qu'il faut que vous voyez, j'entends toutes vos critiques, hein, et peut-être que l'histoire montrera qu'effectivement on évoluera vers d'autres dispositifs. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est quand même sur une direction. Il y a quelques années, on ne pouvait pas signaler un contrôle d'identité qui s'était mal passé en ligne comme on le fait aujourd'hui. Les rapports de l'IGPN n'étaient pas publics. Voilà, c'est des choses, c'est des pas à pas peut-être. Et peut-être qu'il faut que vous continuiez, si c'est ce en quoi vous croyez fondamentalement, à militer dans ce sens-là. Moi, je vous dis comment on fonctionne aujourd'hui. Je suis pas là pour vous Bien sûr, pour vous vendre autre chose. Mais on peut pas taxer d'impartialité nos policiers ou nos gendarmes. Ils font leur travail d'enquête, franchement, avec minutie, sous le contrôle de magistrats. Voilà, je peux pas vous dire qu'ils bâclent le travail, ça serait faux. Il faut leur rendre hommage. Franchement, ils ont jamais eu autant d'enquêtes sur l'usage de la force qu'ils en ont aujourd'hui. Et c'est vraiment des fins limiers. C'est souvent des policiers et des gendarmes en fin de carrière qui rejoignent ces directions. Donc ça, je peux pas vous laisser dire qu'il y a une impunité. Après, il y a la décision proprement dite, qui n'est pas du ressort de l'IGPN, qui est du ressort du chef de la police, du chef de la gendarmerie, du ministre de l'Intérieur, le cas échéant. Et c'est là-dessus que c'est intéressant d'avoir un regard médiatique que vous pourrez avoir grâce aux notes de synthèse ou un regard parlementaire grâce à cette commission. C'est plus la décision et la rapidité de cette décision qui est importante que le travail d'enquête qui, objectivement, à mon avis et à mon sens, est extrêmement bien fait. Dont acte. Moi, je pense que c'est une terrible provocation de la part d'Emmanuel Macron et de la part de Gérald Darmanin que de conclure ce Beauvau de la sécurité en disant ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas d'impunité, mais il n'y a pas non plus besoin qu'il y ait un regard citoyen, un contrôle citoyen. On ne peut pas dire ça. Il y a une phrase que j'ai appréciée personnellement dans le discours du président de la République. C'est quand on aime la police, on ne lui passe pas tout. Je ne sais pas si tous les policiers ont aimé cette phrase. Moi, je l'ai adorée. Et je trouve qu'au contraire, le contrôle, c'est notre dignité. Et c'est rendre la dignité à tous les policiers et les gendarmes qui font bien leur travail. Alors, j'ai un papillon de nuit qui vient de rentrer dans la pièce, par contre. Ça, c'est notre drone à nous. C'est petit budget. Mais par contre... Les bêtes qui volent, par contre. Oui. Oui. Cette interruption. Mais personne n'aime les bêtes. Le papillon, il me regarde. Alors vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous êtes à Beauvau. Question toute bête de Bargue, pour commencer. Quelle méthode utilisée par le ministère pour évaluer les foules lors d'une manifestation ? Évaluer, vous voulez dire quantifier numériquement, c'est ça ? Compter ? C'est ça, c'est ça, oui. Alors, il y a différentes méthodes, mais la plus répandue, en fait, c'est on se met ce qu'on appelle sur un point haut, donc dans un immeuble en hauteur. Ouais. C'est des agents de renseignement qui font ce travail-là. Et ils vont compter une portion de la manifestation. Donc, ils comptent, on a des petits outils comme les hôtesses de l'air pour compter les passagers. On va compter une portion et après, on a des systèmes de coefficients multiplicateurs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on compte. Tout simplement. Tout simplement. Nous, les policiers de renseignement, pour le coup, qui font ce travail, on s'en fout qu'il y ait beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde. On n'a aucune visée politique, que ce soit une manifestation gilets jaunes, sportive ou peu importe. Nous, qu'il y ait 10 000 personnes ou 100 000 personnes, ça nous est totalement égal. Donc tous ceux qui nous disent vous truquez les chiffres, etc., franchement, on a autre chose à faire que ça. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de mal à vous croire. Eh ben pourtant, c'est la vérité. Je peux pas vous dire mieux. Pour reprendre Macron, le ministère de l'Intérieur, c'est le meilleur endroit pour accéder à l'Élysée. Hein. Il suffit de traverser la rue. Hein. On traverse la rue et puis on passe de Beauvau à l'Élysée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est quand même... s'il y a un ministère qui est politique, c'est bien le vôtre. Je veux dire, tout votre travail n'est que politique. Comment vous pouvez nous dire « Ben non, on fait pas de politique, on compte comme les hôtesses de l'air ». Ça marche pas, votre truc. Non, mais c'est vrai. On est un objet politique parce qu'on est au cœur de la société et que parfois on nous instrumentalise, même assez souvent. Mais objectivement, sur le comptage des manifestations, on fait comme je viens de vous le décrire.
Et ça n'a objectivement aucun sens d'imaginer qu'on trafique les chiffres, vraiment. Après, là où vous avez raison, c'est que toutes ces informations viennent nourrir l'information des personnes qui sont au pouvoir, qui ont des objectifs politiques. Papivix qui vous dit évolution des méthodes de maintien de l'ordre, NAS, charge aléatoire, poursuite abusive. Comment avez-vous vécu ces changements de l'intérieur? Il y a Cosmic qui vous demande grenade de remplacement pour succéder à la grille F4, moyen d'analyse numérique de terminaux saisis, nouveau lanceur, bouclier en titane. La liste de doléances de la police au Beauvau de la sécurité est un véritable arsenal de guerre. Est-ce que l'escalade de moyens de répression est la seule stratégie du ministère en termes de maintien de l'ordre? Ne nous parlez pas de la désescalade là. Parlez-nous très précisément de ce que je viens de vous dire. Sur l'évolution des dispositifs, on a fait un long chemin. Un long chemin qu'on a fait au fil des samedis de manifestation, clairement. Clairement, nos évolutions de dispositifs, ils sont faits avant tout sur le terrain, avant d'être portés et d'être rédigés dans le schéma national de maintien de l'ordre. Donc, en fait, ça s'est fait d'abord sur le terrain avec des évolutions qui ont été plus ou moins heureuses, qui ont plus ou moins fonctionné et où il y a eu plus ou moins de blessés selon les samedis. Donc, ça s'est fait un peu au fil de l'eau, avant d'être porté en écriture. Donc ça, il faut déjà le savoir. Et avec une évolution aussi très importante des modalités de manifestation, d'arrivée sur manifestation, etc., l'usage des réseaux sociaux, je ne reviens pas là-dessus. Donc tout ça, ça s'est fait au fil de l'eau, et le nouveau schéma national de maintien de l'ordre, dont une nouvelle rédaction va être encore réalisée à l'automne, ça s'est fait ainsi. Dedans, il y a différentes choses. Notre objectif, c'est plus de dialogue avec les manifestants. On a pris acte de l'hyperviolence. On a pris acte que des fois, les responsables, les organisateurs, ils sont beaucoup plus volatiles. On a compris, enfin, que maintenant, les gens ils étaient sur les réseaux sociaux et que la déclaration, c'était compliqué et que ça se faisait pas toujours comme ça. Donc nous, on a changé complètement notre manière de fonctionner. Un système qui auparavant fonctionnait parfaitement bien, on était extrêmement reconnu en France sur nos maintiens de l'ordre, tout d'un coup il a clairement dysfonctionné. Je suis embarrassé là quand même. Aujourd'hui, j'entends le ministère de l'Intérieur, j'entends les syndicats de police reconnaître des dysfonctionnements internes en disant il y a eu des problèmes, y compris parce que moi ça m'intéresse pas de parler de. On a été dépassé à certains week-ends quand on a demandé. Non, vous êtes dépassé. Criminalité à la police secours de venir renforcer les escadrons de gendarmes mobiles. Oui, il y a eu des week-ends où on a été dépassé par le nombre de manifestants, etc. Et ça a pu entraîner clairement des mauvais usages de la force ou du mauvais matériel qui a pu être utilisé. Donc tout ça, ce que je veux vous dire, et puis après je vais répondre vraiment à vos questions sur les NAS et autres, c'est que tout ça, il y a eu une évolution. Aujourd'hui, on est à un point de quasi-stabilisation. Le schéma national de maintien de l'ordre, il va y avoir une nouvelle version, mais on est quasiment sur un schéma stabilisé qui nous donne aussi au terrain les moyens de travailler plus sereinement, parce que c'est compliqué dans un environnement très mouvant de bien faire son travail. Dans ce nouveau schéma national de maintien de l'ordre, il y a quoi? Il y a du dialogue. Avoir des interlocuteurs, avoir du dialogue. Notre objectif, c'est que la manifestation se passe bien et que les gens puissent librement manifester. C'est ça notre objectif et c'est ça qu'on a écrit noir sur blanc. Pour ça, il faut des interlocuteurs fiables. C'est toujours la difficulté. Les services d'ordre ne sont pas organisés comme ils l'étaient auparavant. Ensuite, il faut plus de dialogue. Du dialogue, ça veut dire de l'information, ça veut dire des panneaux lumineux où on dit des choses. Ça veut dire que quand on est en fin de manifestation, et j'arrive à votre question sur la NAS, il faut faire en sorte que la fin de manifestation se passe le mieux possible. Alors nous, la NAS, c'est pas un terme qu'on utilise complètement. Hein. Vous dites comment, vous? On est plutôt sur des contrôles de dispersion. C'est comme ça qu'on dit dans notre jargon. Je suis désolée, c'est comme ça qu'on dit. Ça vous fait rire, mais c'est comme ça qu'on dit. Et l'objectif, c'est... Non, mais c'est très orwellien comme terme. C'est le terme technique. On sait que c'est un moment critique pour nous. Et qu'est-ce qu'on redoute à ce moment-là? C'est des groupes de plus ou moins grande importance qui partent et qui saccagent des rues entières. C'est ça notre difficulté sur les fins de manifestation, parce qu'on sait que c'est là où la violence s'exprime le plus fortement. Les contrôles de dispersion, là, c'est interdit. Ça n'existe pas dans la loi française. Vous avez essayé de les mettre, enfin quand je dis vous, le ministère, dans le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Alors c'est formidable parce que Emmanuel Macron a dit « j'ai demandé à Gérald Darmanin d'en écrire un nouveau ». Toute la presse a repris. Il va y avoir un nouveau. C'est une réforme de celui avec du dernier avec des améliorations. C'est pas une amélioration, c'est que le Conseil d'État a retoqué
le nouveau schéma de maintien de l'ordre, sur les relations Et donc, on le presse-police. modifie pour se mettre en conformité. Comment on peut, Place Beauvau, penser que y a pas des... Vous avez dans le chat des gens qui font un travail de dingue, des observateurs bénévoles, des observateurs de manifestations. Vous avez des street medics, vous avez des gens qui manifestent. Il y a toute une connaissance qui s'est développée. Comment on peut imaginer, Place Beauvau, que cette connaissance ne va pas réagir, ne va pas savoir ce qui se cache derrière les choses? Vous croyez vraiment que ça va passer comme ça, très, 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 très facilement, avec des éléments de langage que vous dites ne pas aimer, mais enfin, là, vous venez nous en fournir un Non, beau. mais je vous explique comment on fonctionne. Voilà, c'est pas. Moi, je vous dis les mots qui sont les nôtres, et je vous dis comment on fonctionne. Après, on est dans différentes postures, et c'est normal. Et c'est normal qu'on ait différents regards et différentes postures. Nous, on crée des normes et des instructions, des règlements qui encadrent la pratique policière et des gendarmes sur les manifestations. Et vous êtes dans votre rôle de terrain avec un certain regard. Et je suis pas très inquiète, vous nous le faites savoir par les médias interposés quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des choses que vous trouvez intolérables, et la justice s'en mêle le cas échéant, et nos chefs s'en mêlent le cas échéant. Je veux dire, c'est l'ordre démocratique. Chacun son rôle. Non, oui, mais chacun son rôle. Je parle au nom jamais de personne, mais Gaspard Glance, Meta Abouaf, et tous ces gens qui sont mis à l'écart d'une manifestation quand ils font leur travail, qui sont en garde à vue, qui sont poursuivis, tous ces gens qui essaient de travailler, je parle là de la presse indépendante, à qui il n'y a jamais d'informations données, à qui on refuse les interviews, à qui on refuse les conférences de presse. Ça veut dire quoi ? Vous citez des personnes avec qui j'aimerais parfois travailler, voilà. Donc, je pense qu'on peut s'améliorer. Après, s'ils sont en garde à vue, c'est qu'il y a une infraction pénale. Donc, il y a un moment, moi, je peux pas tout non plus. Après, sur le dialogue et le lien avec la profession, je pense qu'on peut s'améliorer. Après, vous êtes aussi une profession complexe. Il y a les journalistes qui ont la carte de presse, il y a tous les journalistes indépendants. Tout ça, c'est compliqué pour nous. C'est pas une question de journaliste. C'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. La garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique au service de tous et non de l'intérêt particulier de ceux qu'elle emploie. C'est notre socle, effectivement. Ah oui, mais c'est pas ce qui se passe. Mais si, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Après, on peut toujours faire mieux, et je vous l'accorde. Pierre qui vous pose une question. Quand la BAC manifeste en armes et voiture de service à l'Arc de Triomphe ou devant un maire ou une maire, pourquoi ne sont-ils pas interpellés? Participation à une manifestation avec des armes, alors qu'ils sont tous identifiables. Pourquoi peuvent-ils braver la loi plusieurs jours de suite? Et je rajoute d'ailleurs que le profil allemand, celui-là même que votre ministre vient de décorer, ainsi que toute la préfecture du mérite du courage, a été capable quand même de nous dire qu'il ne savait pas identifier les policiers qui manifestaient. Enfin, je veux dire, là, on marche sur la tête. Ces manifestations-là, pourquoi c'était l'été dernier? Elles ont été nombreuses, elles ont été répétées. Elles ont duré effectivement plusieurs jours, ouais. Et elles sont interdites dans nos statuts et dans nos règlements. Les policiers ont un statut particulier et n'ont pas le droit de manifester durant l'exercice de leurs fonctions, et encore moins avec leur uniforme, leur arme de service, leur matériel. C'est strictement interdit. Après, on est là dans des mouvements d'humeur de la profession qu'il faut arriver à résorber. Et donc, il y a plusieurs manières de les résorber. Soit on y met fin immédiatement et on sanctionne très strictement ces personnels. Ça a pu être fait parfois par le passé et ça peut être efficace. Ou alors on choisit une autre stratégie de négociation, c'est celle de laisser faire quelques jours, d'entamer des négociations pour faire cesser cela le plus rapidement possible. C'est une autre manière de faire cesser cela. L'extrême droitisation des syndicats de police, de certains d'entre eux, et du corps policier, est-ce que c'est un sujet Place Beauvau? Est-ce que c'est vu avec bienveillance, pour employer un terme très à la mode, ou est-ce que c'est vu comme une inquiétude? On est fonctionnaire, donc on doit être apolitique dans l'exercice de nos fonctions, ce qui n'empêche pas chacun de penser ce qu'il veut. Et moi, mon sentiment, c'est que le fait aussi que les policiers, les gendarmes soient confrontés au quotidien à la violence, à la délinquance dure, des fois à un certain immobilisme de la justice, qu'ils puissent pas aider les victimes autant qu'ils veulent, etc. Ça peut susciter des comportements ou des avis ou un regard différent sur la société que quelqu'un qui fait un autre métier, plus ouvert sur l'extérieur. Tout ce dont on parle depuis le début nous écarte de cette idée qui vous est chère, celle de la police républicaine, non? Et est-ce que vous ne pensez pas
avoir une responsabilité, quand je dis vous encore une fois, le ministère de l'Intérieur. Vous êtes les chefs du personnel. Vous êtes à la fois ceux qui font l'échec, ceux qui font la doctrine, ceux qui font avec les syndicats les carrières des uns et des autres. Je veux dire, c'est pas innocent ce que vous faites. C'est notre responsabilité, de permettre cette police républicaine. Et par exemple, sur les questions de violences illégitimes, donc de violences de policiers qui ne rentrent pas dans l'usage de la force normale. Clairement, là, on a une responsabilité. Il peut y avoir des mauvais comportements individuels des agents, mais il peut y avoir aussi des cycles horaires interminables, des fatigues parce que l'administration n'a pas trouvé d'autre solution que de faire travailler, retravailler, retravailler les agents de nuit sur des vacations répétées, etc. Et il y a un moment, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol, il y a une hyper fatigue qui va faire qu'il va y avoir un mauvais comportement. Et ça, c'est le rôle de l'administration d'empêcher cela. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une politique de ressources humaines qui est adaptée à la situation. Peut-être qu'il faut travailler autrement pour travailler mieux. Et quand il dit plus de bleu dehors, ça veut dire aussi une réforme managériale qui fasse qu'on soit plus nombreux dehors, donc plus serein, donc peut-être moins armés, donc plus dans le dialogue. Et c'est pour ça que pour moi, dans l'intervention du président de la République, le plus important, c'est 2 fois plus de policiers dans 10 ans sur le terrain. Ça veut dire une réforme en fait énorme à l'intérieur et ça veut dire une autre manière de travailler. Et moi, j'espère que ça va faire une police encore plus républicaine, peut-être plus sur le dialogue et moins sur le répressif. C'est quoi une police républicaine pour vous ? Une police républicaine, c'est une police qui respecte les lois, la déontologie, les règlements et qui a l'écoute de ses citoyens, une police service public. Et c'est franchement... Moi, c'est pour ça que je suis rentrée dans ce métier. J'étais pompier avant, j'aurais pu rester pompier. Mais non, quand on rentre dans ce métier, c'est pour agir au service du public. Et on est à 99% des policiers et des gendarmes dans cette logique-là. Après, il y a de l'usure, il y a de la fatigue et il y a un certain nombre de mauvaises personnes aussi. Mais c'est une minorité et ça, je suis sûre que vous le savez tous. Comme il y a une minorité qui font mal leur travail dans une profession. Après, là où vous avez raison, c'est notre responsabilité de faire évoluer les choses. Et l'évolution qui est choisie, c'est celle du pas à pas. Oui. On aimerait tous des grands soirs. Enfin, on aimerait tous que demain tout change et tout marche. Mais non, en fait, il y a plein de petits soirs. Et c'est ça, cette politique du pas à pas que je vous évoque. C'est quoi les petits soirs Mais les petits soirs, c'est des petites évolutions qui vont changer les choses. Plus de formation, c'est bien. Des meilleurs véhicules, les gens vont être plus sereins et ça va mieux se passer sur les interventions. Ces caméras piétons, vous allez me dire, ça fait 10 ans qu'on en parle. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Un petit Rio, par exemple. Un petit soir, ça, un petit Rio. Et pourquoi il n'y en a pas ? Ça fait des années qu'il doit être porté par tous et c'est une honte qu'il ne soit pas porté par tous les policiers. Et c'est la responsabilité de la hiérarchie policière de vérifier que les RIO soient portés. C'est comme celui qui cache sa plaque d'immatriculation pour pas être flashé au radar. C'est interdit, c'est pas bien, c'est non déontologique. Vous voulez boire un petit coup, là, ou pas ? Mais j'ai plus d'eau, en fait. Manuel d'utilisation. Mais je trouve que c'est rigolo, comme pseudo. Madame la porte-parole, la police prend-elle part à la lutte des classes ? On ne le voit pas comme ça quand on est fonctionnaire de police. On le voit de la manière suivante. Il y a un droit fondamental qui est celui de manifester. Chacun a ses idées tant qu'il le fait dans le respect des autres et sans divulguer de la haine ou de la violence. Donc nous, dans notre profession et dans l'exercice de notre métier, encadrer une manifestation, permettre qu'elle se déroule bien, que les gens disent ce qu'ils sont à dire, qu'ils se fassent entendre, c'est notre travail et on n'a pas d'enjeu politique avec ça, je le répète. La police, on le voit avec différentes lois qui ont été adoptées, est en train d'écrire la loi. Avec les drones, par exemple, qui sont retoqués régulièrement, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, et ne parlons pas des défenseurs des droits et autres. On change la loi jusqu'à ce que la loi autorise, c'est-à-dire légalise ce qui est illégal, c'est-à-dire que vous avez votre ministère décore aujourd'hui le préfet de police de Paris et ses troupes, alors qu'il est dans l'illégalité depuis des années. Le droit, il est évolutif. Et encore heureux, sinon on serait encore à 1789 et un droit totalement obsolète et bonapartiste. Donc heureusement que le droit évolue et qu'il faut le faire évoluer en fonction de la société. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que peut-être que oui, il y a de la pression notamment des syndicats de police pour faire évoluer un certain nombre de choses. Mais en même temps, c'est pas nous qui votons les lois, c'est des parlementaires qui ont été élus par l'ensemble des concitoyens et donc c'est totalement démocratique.
Qu'est-ce que vous en dites du racisme dans la police? C'est un délit, c'est grave, c'est d'autant plus grave quand c'est quelqu'un qui porte un uniforme et qui a une parcelle de l'autorité de l'État. Donc c'est inadmissible. Il faut que l'institution policière et le ministère de l'Intérieur fassent tout pour que ça ne se reproduise pas, que ce soit limité au maximum. C'est-à-dire qu'au sein d'une brigade, donc au plus bas de la patrouille, quand il y a ce type de situation, ce soit l'entourage de ce policier qui dise mais c'est inacceptable ce que tu fais, ce que tu dis. Le mal est tellement énorme qu'on commence à voir des lanceurs d'alerte à l'intérieur du corps policier, c'est-à-dire des policiers qui sont victimes eux-mêmes du racisme. Ces gens-là sont tous offendés par l'institution. Quand on renvoie perpétuellement l'image d'une institution et de ses problèmes qu'il ne faut pas nier et dont il faut parler, mais comment vous donnez envie à un jeune de banlieue de rentrer dans la police? Comment vous donnez envie à un jeune black de rentrer dans la police s'il entend parler que du racisme qu'il pourrait subir s'il nous rejoignait? Et donc là, vous avez un problème structurel qu'il nous faut résoudre, arriver à agir immédiatement tout en transformant de l'intérieur la police pour que ce type de situation n'arrive pas. Et moi, personnellement, je pense que tout ce qui ouvre le ministère de l'Intérieur, ça fait du bien. Il faut aussi qu'on ressemble à la société avec des femmes, des gens de tous horizons. Mettre à genoux des jeunes, c'est humiliant. Raccompagner un enfant parce que ses parents n'ont pas payé la cantine, c'est un policier municipal, c'est vrai, c'est humiliant. Faire retirer leur badge à ceux qui manifestent, c'est humiliant. S'entendre dire un ta gueule d'un flic, c'est humiliant. Les contrôles aux faciès, c'est humiliant. Question de Pierre, pourquoi la police humilie? La police, elle n'a pas toujours tout bien fait. C'est complètement clair. Être à genoux, c'est humiliant. Oui, je suis complètement d'accord. Et certains des exemples décrits par la personne qui a posté ce message, c'est clair. Après, les questions d'usage de la force, les questions d'interpellation, c'est des situations complexes. Et il faut le faire le plus humainement et avec le plus de déontologie possible. Alors il y a des choses qui sont extrêmement normées, il y a des choses où on sait clairement comment faire, et puis il y a plein de situations de terrain qu'on n'avait pas envisagées et où on fait concrètement comme on peut et comme on arrive à le faire à l'instant T. Vous avez vraiment aimé Bac Nord? Je peux pas dire que j'ai aimé. Moi, d'habitude, quand je vais au ciné ou quand je lis un livre, j'essaie de sortir de mon domaine professionnel parce que voilà, j'ai besoin de m'aérer la tête et de voir et de penser à autre chose. Donc d'abord, j'ai été voir Boîte Noire, que je vous conseille d'ailleurs, et puis finalement, j'ai été voir Bac Nord. Moi, j'ai pas aimé parce que c'est pas le type de film que j'aime. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraies, l'hyperviolence, le trafic de stupes qui crée tout un contre-modèle social, ça m'a aussi marqué. Et puis après la question de la déontologie, les saisies de stupes, etc. Donc voilà, même si on sait que c'est pas complètement l'histoire de la BAC Nord, oui, cette question de la déontologie, du traitement des informateurs, tout ça, je trouve que c'est des vraies questions. Je peux pas dire que j'ai aimé, mais je sais que le monde policier l'a plutôt aimé. Qu'est-ce que vous pensez des... Vous me relâcherez à un moment? Parce que vous voulez un avocat en plus. Je commence à fatiguer. Je vous promets qu'on va vous libérer. On va vous libérer dans pas longtemps. Mais des jeunes surendettés à cause des amendes du couvre-feu dans les quartiers, des familles entières se retrouvent endettées à cause de salves de contraventions liées aux mesures sanitaires. Des associations dénoncent un phénomène d'ampleur grandissante et une application disproportionnée et discriminatoire des mesures. Toutes ces amendes ont été mises parce qu'il y avait des infractions. Donc voilà, l'infraction initiale, elle existe, elle est là, et ces personnes qui ont reçu des amendes, où qu'elles soient dans les cités ou ailleurs, la première chose, c'est qu'elles auraient dû respecter les règlements qui étaient édictés. Donc ça, c'est la première étape. Après, que la contravention soit une facilité pour l'acte policier, c'est certain, c'est beaucoup plus rapide, notamment maintenant avec le PV électronique, de dresser une contravention que d'entamer une procédure délictuelle ou de ramener au poste pour une vérification d'identité, etc. Donc oui, les amendes sont un outil qui sont efficaces et c'est pour ça qu'on les utilise. Comment justifier la non-obligation vaccinale pour les policiers? Je sais pas quoi vous répondre, moi juste qu'on respecte les règles et qu'effectivement c'est pas obligatoire pour nous, donc on n'oblige pas tous nos policiers à se vacciner. Bon, Veuve Chilcot vous dit, ce sera la dernière chose, Madame Chaise, si vous êtes séquestrée, clignez 3 fois des yeux. Non, on peut pas dire ça, ce serait mentir. Et je sais pas si je sais cligner 3 fois des yeux, c'est un peu trop dur comme... comme code. Faudra un truc plus facile la prochaine fois. Ok. Alors, il y a la question des armes dans le train là, qui revient beaucoup. Puisque vous n'avez pas cligné des yeux, j'en profite. C'est quoi cette histoire?
Et puis surtout, est-ce que c'est pas du travail dissimulé? C'est une très vieille revendication des syndicats de police. Oui. C'était le cas par le passé. Les policiers prenaient le train et gratuitement et armés. Ça l'était plus. C'est un lieu de commission d'infraction. Il se trouve que nos policiers, ils habitent souvent loin de là où ils travaillent, et on se dit que si on peut allier une gratuité pour nos policiers, c'est bien. Une plus grande sécurisation des rames de train, c'est bien aussi. Donc ça peut être aussi du gagnant-gagnant. Du travail dissimulé, j'irai pas jusque-là. Nous, les policiers et les gendarmes, on est censés pouvoir intervenir H24, quoi qu'il se passe. Quand on suivait le Beauvau de la sécurité, dites-moi la vérité, il y avait des gens qui regardaient ce qu'on était en train de faire ou pas? Non, moi je regardais parce que des fois c'était un peu long. Alors voilà, je vous avais mis en push et je regardais un peu ce que vous disiez des fois. Il est temps de vous libérer. Je sais pas depuis combien de temps on est ensemble. C'est 1h54. Bon, on a fait 24 minutes de plus. Ça va. Ça va. Ça va, on aurait pu vous nasser. Hein. Bon, allez, bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et merci pour le débat. Donc, vous voyez, nous, on se lève tôt et on se couche très tard. Et ben voilà, vous avez bien raison, c'est ça la vie. Et il n'y a pas de bavure.